Il regarde toujours vers demain. Né à Poissy, il a déjà plusieurs vies. Des études d'art dramatique, pas de carrière de comédien, mais des études de réflexologie plantaire où il masse des salariés tendus de grands groupes. Et c'est là qu'il découvre qu'il peut aider les autres. Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes révélé au grand public le film documentaire Demain que vous écrivez et co-réalisé avec Mélanie Laurent. Large succès en salle, plus d'1 million de spectateurs, plusieurs prix, près de 3 ans plus tard. Un bilan peut-être? Un bilan personnel, c'est que ça a profondément changé ma vie. Que ça m'a donné la chance assez extraordinaire une fois dans ma vie d'avoir produit quelque chose, créé quelque chose qui a pu rencontrer les autres, a priori être utile à un certain nombre de gens et apporter des résultats tangibles. Et ça, voilà, je me dis même si ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, c'est déjà une chance incroyable. Et puis, bilan pour les autres, le film est sorti dans une trentaine de pays. Il a donné lieu à plein de projets, puisqu'on a recensé plus de 1000 projets sur le site internet du film. Et là, on a fait un documentaire avec une journaliste qui s'appelle Laure Noila, qui est partie enquêter sur l'impact que ça avait pu avoir et justement qui est allée rencontrer des gens qui avaient monté des projets suite à Demain pour voir ce que c'était devenu, pourquoi ça avait marché parfois, pourquoi ça n'avait pas marché d'autres fois. Donc... Vous attendiez un tel impact? Non. Ou c'est que la conscience commence à être prise? Oui, de toute façon c'est sûr. Si le film a marché comme ça, c'est parce que c'était le moment. Parce que tout d'un coup on a rencontré une époque, des interrogations que les gens avaient, des angoisses peut-être, une envie aussi de s'y mettre. Donc, et de montrer des choses positives, ça montre aussi qu'on peut faire quelque chose. Oui, et puis on a abordé les choses de façon un peu originale par rapport à ce qui se passait d'habitude. On a montré que il y avait des gens qui se bougeaient et puis qu'on pouvait aussi changer un peu d'imaginaire par rapport à cette question de la crise écologique. Alors on se rencontre ce soir à Saint-Quentin-en-Yvelines puisque vous présentez votre dernier ouvrage, Le petit manuel de résistance contemporaine. Il est publié chez Actes Sud. Une réflexion pour transformer le monde. On continue avec Demain. Oui, c'est une sorte de suite logique. Entre-temps, j'ai publié un roman qui s'appelle Imago chez Actes Sud à la rentrée littéraire dernière, ce qui m'a permis de penser un peu à autre chose et de parler un peu d'autre chose aussi, et c'était bien. C'était vraiment très bien. Et là, le livre était supposé sortir en même temps qu'Après-Demain, et puis ça a été repoussé par France 2, mais j'ai essayé de théoriser un peu sur ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi Demain avait fonctionné comme ça, ce qui continuait à ne pas marcher dans le mouvement écolo, et puis essayer de faire des propositions complémentaires, et notamment des propositions de stratégie. Et donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir que le succès de Demain était, entre guillemets, la preuve que quand on produit un récit, quand on raconte une histoire qui est suffisamment bien foutue, désirable, touchante, même par rapport à ces questions, ça donne de l'énergie, ça suscite de l'enthousiasme, ça entraîne des gens dans une volonté de faire des choses. Celui-ci aussi, pour l'écrire, vous êtes allé auprès des gens 3 ans après Demain. Comment vous avez fait? Ou c'est vos réflexions à vous, personnelles? En fait, pendant plus de 2 ans, j'ai rencontré les gens. Parce que j'ai été dans 19 pays, je crois, plus de 200 villes. Donc j'ai pas arrêté de faire des débats, j'ai pas arrêté d'avoir des conversations, j'ai pas arrêté d'avoir des projets qu'on me présentait en me disant voilà, on a fait ça suite à Demain. Donc c'est effectivement toutes ces réflexions, tous les questionnements que j'ai pu entendre, tout ce que ça m'a obligé à élaborer dans mon petit cerveau fatigué, que j'ai essayé de retransmettre là-dedans, en me disant finalement toutes les questions qu'on m'a posées pendant 2 ans, je vais essayer de les répondre une bonne fois pour toutes dans le bouquin. Et puis tout ce que j'ai l'impression d'avoir compris depuis que Demain est sorti, et qui peut-être va un peu plus loin, je vais essayer de le mettre aussi. Alors vous êtes auteur avec l'ouvrage, réalisateur, on l'a bien compris, poète, militant écologiste. Ça fait de nombreuses casquettes au service de la planète et aussi au service des autres. Ouais, après j'essaye de faire des choses qui me passionnent aussi. J'essaie de le faire pour moi. J'ai justement arrêté un peu de faire du militantisme sacrificiel après avoir fait un bon gros burn-out en 2012. Où ce truc de je vais sauver la planète, il y a un endroit où ça marche pas. On essaie de réparer finalement des problématiques personnelles à l'extérieur dans le monde, et c'est pas forcément très sain.
c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Donc maintenant j'essaie d'articuler les deux, c'est-à-dire de faire des choses qui m'épanouissent, dans lesquelles je pense avoir un peu d'aptitude, un peu de talent, et en même temps de faire en sorte qu'elles soient utiles aux autres, au maximum. Alors on va remonter un peu en arrière pour comprendre un peu tout ça. Vous naissez à Poissy, vous grandissez au Vésinet. Le lien yvelinois, est-ce qu'il est toujours là déjà? Ah bah oui, c'est ma maison. Est-ce que ça vous a permis notamment de développer ces passions, ces envies d'écrire, de filmer? Je ne sais pas si ça m'a permis, mais en tout cas ce que j'ai gardé des Yvelines, puisque effectivement j'ai grandi du côté de Château, Vésinet, où j'ai été à l'école, et puis après j'étais au lycée à Saint-Germain-en-Laye, c'est la forêt en fait. Les Yvelines, c'est un département où il y a énormément de forêts, donc moi j'ai besoin de la forêt, c'est là où je vais me ressourcer, c'est là où je vais marcher pour avoir des idées. Maintenant j'habite à Dreux et il y a une forêt aussi à côté, donc c'est chouette. Puis vous débrouillez toujours pour vivre près de ces espaces verts? Ah bah moi j'ai besoin d'avoir des forêts à côté, ouais, c'est sûr. Et puis au Vésinet, ça a beau être un ghetto de riches, c'est aussi une sorte de ville-parc qui a été construite comme ça. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable. On est tout le temps dehors. Enfin moi quand j'étais gamin, on n'était pas, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, donc on était plutôt sur les pelouses avec des guitares et sous les grands arbres. Et c'est vrai que j'en ai gardé une espèce d'attachement à ça. J'ai besoin de ça. Alors vous confiez à des confrères que lors de votre adolescence, vous avez fait une promesse, ne jamais faire quelque chose qui ne vous passionne pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Bah oui, j'en parlais avec mon fils encore tout à l'heure. Parce que je sais plus pourquoi on parlait ah oui, il m'a raconté qu'un de ses copains voulait devenir agent immobilier. Donc ça me faisait rigoler. Et donc je lui demandais pourquoi, qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans et tout ça. Et puis on parlait de ce métier-là. Et il me disait mais ça gagne bien, je sais pas quoi. Enfin bon, et donc on est rentré sur ce terrain. Et je lui disais mais tu sais, le truc c'est pas forcément que ça gagne, c'est que moi si j'avais pas besoin de gagner d'argent, si j'avais aucun problème matériel, je pense que je ferais la même chose. Et il me disait ah bon? Non. Ah oui. Mais il me dit c'est con, si t'avais pas besoin d'argent, tu pourrais rien faire. Je dis mais rien faire, ça m'intéresse pas de rien faire. Je préfère faire des choses justement qui me rendent heureux. Qui me donnent envie le matin. Qui me donnent envie de me lever. Et je crois que je ferais pas autre chose. C'est-à-dire que bon, c'est aussi lié à la crise écologique. C'est-à-dire s'il n'y avait pas la crise écologique, je pense que je passerais plus de temps à écrire des poèmes et des romans ou à faire des films sur la nature humaine que à faire des choses sur la crise écologique. Mais je ferais quand même des films et j'écrirais des livres, ça c'est sûr. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette fibre écologique à vouloir défendre la planète et informer les gens? Quel a été le déclic? Un mouvement dans votre vie? Non, enfin, moi je crois pas trop au déclic. Enfin, si parfois il y a des déclics. Bon. Mais moi je crois que ça a plutôt été une espèce de processus d'incrémentation. À force, je pense que j'ai commencé à être sensible un peu à la question quand j'étais gamin parce que ma maman était très magasin de diététique, l'ancêtre des magasins bio, donc elle faisait déjà les courses là-bas, donc ça passait plutôt par la santé. Après j'ai fait de la médecine naturelle parce que ma chérie était malade à ce moment-là et qu'on trouvait pas de solution dans la médecine allopathique, donc je me suis intéressé à la médecine naturelle et là aussi ça m'a sensibilisé aux questions d'écosystème, de comment fonctionne le corps, de pollution chimique, bon. Et puis après, à partir de 2004-2005, on a commencé à parler d'écologie beaucoup. Il y a eu le défi pour la Terre qui avait été lancé par la Fondation Nicolas Hulot. Je me souviens un bouquin de Thierry Touvenot, un ancien du WWF, sur les premiers gestes pour la planète. Et je pense que c'était un truc générationnel, c'est-à-dire que ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, bah oui, c'est important. Et puis il se trouve que avant de diriger Colibri, de diriger une ONG, j'organisais des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imams et de rabbins pour la paix. Et quand j'ai arrêté ça, en fait, une de mes anciennes collègues m'a proposé de rencontrer Pierre Rabhi pour créer un mouvement autour de ses idées. Que vous créez en 2007 d'ailleurs. Voilà, fin 2006, en décembre 2006. Et en fait, là j'ai fait une espèce d'éducation à l'écologie un peu accélérée. Ce mouvement, vous vous attendiez qu'il marche aussi bien? Parce que 11 ans plus tard, on est quand même à 300 000 sympathisants, 100 groupes locaux. Ouais. Bah non, je me souviens que quand on a commencé... C'était marginal. C'était hyper marginal. Hein. On faisait une réunion, je me souviens, le WWF nous avait prêté un bureau. Et on faisait une petite réunion avec les quelques personnes qui avaient l'idée de monter ce mouvement. Et on se disait, bon bah, un des premiers objectifs, une sorte d'indicateur qu'on pourrait se donner pour... qui nous permettrait de nous dire que nos idées commencent à être entendues dans la société, ce serait que Pierre Rabhi passe à un journal télévisé.
Et à ce moment-là, ça nous est rigolé. On se disait, Pierre Rabhi, un journal télévisé très drôle, on n'y arrivera jamais. Et maintenant, ça paraît normal parce qu'il est très connu et voire même il est attaqué par des écologistes plus radicaux qui disent ça y est, c'est un vendu du système parce que il s'inscrit dans des médias qui est très connu, qui vend beaucoup de livres. Mais en fait, il faut se rendre compte que quand on a créé Colibri, on était une espèce de toute petite association que personne connaissait et dont tout le monde se fichait. Et alors le Cyril Dion de demain, quels sont ses projets, ses aspirations? Écrire encore, aller encore à la rencontre des gens, j'imagine. Ouais, là j'aspire en fait à aller un peu moins à la rencontre des gens là parce que ça fait 3 ans que je tourne tout le temps. Vous voyagez. Parce que j'ai tourné avec Demain, j'ai tourné avec le roman et là pareil, là je suis encore en promotion pour un livre et à la fois c'est formidable mais à la fois j'ai besoin d'avoir du temps pour écrire là et de retourner un peu dans ma caverne. Donc là je suis en train j'ai terminé un documentaire avec L'Ordre là donc, qui va passer au mois de décembre sur France 2. Je suis en train d'écrire un film de fiction là, j'essaye de parvenir au bout du scénario et je suis pas loin. Actualité chargée. Voilà, et puis je démarre 2 autres projets super. Un documentaire pour le cinéma là sur pourquoi est-ce que les animaux disparaissent de la surface de la planète et comment on pourrait enrayer cette disparition. Et une série pour Arte sur la régénération. On va aller sur les 5 continents voir des initiatives qui participent à régénérer les écosystèmes, pas simplement des choses qui polluent moins ou qui détruisent moins, mais carrément qui régénèrent. Merci beaucoup Cyril Dion de nous avoir accordé de votre temps. Avec plaisir.